Je vous emmène aujourd'hui au château de Sillé-le-Guillaume. Nous sommes dans le Maine, donc à quelques kilomètres du Mans, au nord du Mans. Et regardez cette belle forteresse 11e siècle, 14e siècle, avec sur un côté toute une cour de défense. Nous sommes sur un rocher, et de l'autre côté c'est la Normandie, donc vraiment une forteresse frontière. Regardez, ils ont aménagé des animaux en fer, et on voit bien ici de cette terrasse toute la ville en contrebas, et on voit très loin dans les forêts du Perche et du Maine, beaucoup plus loin. La guerre de Cent Ans arrive avec son cortège de malheurs, et la dernière comtesse de Sillé est obligée de vendre la baronnie, et ensuite beaucoup de familles se succèdent. Mais la plus célèbre, et qui fit construire un corps de bâtiment, c'est le comte de Vermandois, un fils naturel de Louis XIV, qui habita cette jolie forteresse. Voilà l'intérieur, avec les cheminées très Renaissance. Et puis, sous Napoléon, la forteresse revient à la ville. École, puis prison. Maintenant, c'est devenu un musée. Alors, nous allons grimper tout à fait là-haut, dans une des tours, pour voir la charpente, car c'est vraiment une des parties les plus intéressantes. C'est une charpente en châtaignier, vous voyez, il n'y a pas une seule toile d'araignée. Et le travail des artisans est tout à fait colossal. Il fallait vraiment que ça tienne, parce qu'on est en hauteur et il y a beaucoup de vent. Regardez la vue que l'on a à partir de cette tour, c'est tout à fait étonnant sur la ville et sur toute la campagne environnante. Maintenant, on redescend, et dans certaines salles sont aménagées des armures, puis les écussons des différentes familles qui ont habité cette forteresse, un cadran solaire très ancien qui indique bien 4 heures qu'on était là, 4h30, enfin c'est toujours juste. Et dans une autre tour, d'autres pièces aménagées, cette fois-ci avec des mannequins. Imaginons qu'il s'agisse de Robert, comte de Sillé, et de son épouse Jeanne-Marie. Elle est née en 1332 au château des Roches à Saint-Quentin, près de Loches. Son père était le baron de Maillé, très riche et surtout chevalier, qui assistait Philippe le Bel dans la guerre des Flandres contre les Anglais. Sa mère, Jeanne de Montbazon, tout aussi ancienne et célèbre, tenait la seigneurie, le château de Montbazon. Jeanne-Marie partagea sa vie entre le château de Maillé ici et le château de Montbazon. Les armes de la famille sont absolument partout, elle amène une vie de cour, la devise reste au-dessus des flots, donc vous voyez déjà ça c'est très pompeux pour la plupart du temps, mais elle était très pieuse. Le jour de sa confirmation, elle ajouta Marie à son prénom. Elle savait lire à 10 ans, ce qui était rare pour l'époque, mais elle était détachée de bien de ce monde, avait un côté tout à fait en dehors du temps. À 16 ans, dans son cœur, elle prononce le vœu de virginité. Puis, en 1346, alors que la famille de Maillé est rassemblée au château de Maillé, une fête se prépare en grand mystère. Eh bien, c'est le mariage de Jeanne, qui n'est même pas consentante. En tout cas, pour finir, elle accepte d'épouser Robert de Sillé, son ami d'enfance, mais lui aussi promet d'accepter de vivre dans la continence. Ils vont habiter le château de Sillé, c'est la guerre de 100 ans avec tous ses malheurs, et Robert et Jeanne-Marie nourrissent 200 pauvres, et 12, en l'honneur des 12 apôtres, étaient reçus à leur table. Robert accompagna le roi de France comme chevalier, il accompagne Jean II le Bon, et à la bataille de Maupertuis en 1356, il est gravement blessé. Il revient à Sillé et, grâce aux prières de Jeanne-Marie, est guéri. Dès lors, le couple s'adonne encore plus à la charité. Pauvre Jean, elle reprend sa vie de prière,
et son mari meurt. À ce moment-là, elle a son beau-frère Guillaume VII de Sillé la chasse du château de Sillé. Alors elle se réfugie chez sa mère au château de Maillé. Elle reprit sa vie de prière, elle allait au prieuré Saint-Vincent, puis à l'église Notre-Dame ou encore dans le bourg à l'église Saint-Pierre. Elle y passait des heures et des heures en prière. Mais voilà que le frère de Jeanne-Marie veut la remarier, donc elle décide de quitter Montbazon et de se réfugier à Tours. La voilà libre, elle a donné tous ses biens, elle a redonné ses biens à la famille Le Maillet et elle part à habiter à Tours. Elle a un petit logement près de la basilique Saint-Martin et près du tombeau de Saint-Martin. Elle invite les mendiants, soutient les infirmes, soigne les malades, évangélise les pauvres gens, donne de son temps aux séminaristes pour les aider dans leurs études. Enfin, elle couche sur une paillasse, porte un cilice, jeûne énormément. Cette vie ascétique la rend très malade. Elle fit des prières à Dieu et fut miraculeusement guérie. Alors ensuite, elle décide de donner tout ce qui lui reste, c'est-à-dire le château de Maillé et sur les droits, sur le domaine des Roches de Saint-Quentin-sur-Indrois, elle le donne à la chartreuse du Liget. Donc ça y est, elle est libre, est revenue à Tours, elle est chassée de la maison qu'elle habitait par son propriétaire. Elle devient donc clocharde. Le jour, elle vit dans les églises, le soir, elle demande l'aumône. Mais voilà que l'homme qui l'avait chassée de son logis tombe très gravement malade. Et il appelle Jeanne-Marie. Elle l'aide à mourir chrétiennement, mais bizarrement, son corps devient tout noir. Avant de mourir, l'homme lui avait laissé sa maison. Puis elle a une vision de la Vierge. Elle décide alors de quitter ce qui lui reste, c'est-à-dire ses beaux vêtements, et elle prend l'habit de bure des tertiaires de Saint-François. Sa réputation de sainteté fait que tous les pèlerins qui viennent se recueillir sur la tombe de Saint-Martin viennent aussi la visiter. C'est le cas de Marie de Blois, reine de Sicile, Jean de Lebon, puis elle reçoit aussi Charles VII, et qui l'invite dans son palais. À ce moment-là, Isabeau de Bavière, sa mère, lui demande de rester pendant 7 jours. Et là, elle prédit l'avenir, elle critique la cour, explique qu'il ne faut pas vivre aussi richement. Enfin, elle prédit le grand schisme d'Occident qui s'étend en Europe, et puis annonce le schisme, annonce que le prochain pape serait un franciscain, ce qui a eu lieu. Donc vraiment, elle a cet esprit de... Le roi de Chypre, Jean II, lui demande conseil et lui demande de prier car il a la peste dans son pays, et la peste aussitôt s'arrête. Les dernières années de sa vie, toujours à la recherche de pauvreté, elle devint ermite dans une chapelle dans la forêt de Champchevrier. Elle mourut en 1414 et fut canonisée par le pape Pie IX en 1871. À côté du château, il y a la collégiale avec son grand clocher 1880, mais par contre, il y a toute une partie romane. La crypte elle-même est romane, mais malheureusement, nous n'avons pas pu y entrer. C'est là qu'est enterré le comte Robert de Sillé. Une partie romane, une partie gothique, des statues de beaucoup d'époques, mais surtout le vitrail à la mémoire de Sainte Jeanne-Marie de Maillé. Tout à fait à droite, vous voyez son mariage avec Robert de Sillé, puis tous les pauvres qu'elle accueille à sa table, au-dessus les enfants qu'elle soigne. On l'appelle la sainte aux 50 miracles qui ont été prouvés pendant sa vie.
Aussi bien ici elle convertit un évêque qui avait perdu la foi, c'est un prisonnier qu'elle délivre, et là, la voilà, accueillie par Saint François au paradis. Vraiment, c'est un vitrail 1880 qui est en cours de restauration. Alors là, on a une photo, quelque chose. Avant de quitter, c'est Silly le Guillaume. Voilà, les monillons trop drôles avec tous ces personnages, ça c'est vraiment typique de l'art roman. Et ils sont là, mais en train de nous regarder avec sûrement beaucoup de sagesse. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.